Bonjour. Tout d'abord, je tiens à te féliciter. Te féliciter d'avoir eu le courage d'investir en toi pour réaliser ton rêve, qui est d'écrire un livre. Tu sais, l'écriture d'un livre, c'est toute une aventure. Moi, je la compare souvent à une grossesse, où on découvre pas à pas chacune des étapes qui nous mènent quelques mois plus tard à réaliser notre rêve le plus fou, celui où on tient enfin notre livre dans nos mains. Et comme le ferait un parent qui aime son enfant, on a envie de le présenter à tout le monde. Permets-moi de me présenter. Suzy Champagne, auteure, conférencière, mais surtout fondatrice de l'entreprise Événements Champagne Chocolat. Une entreprise qui se spécialise dans la création d'événements pétillants et de bon goût. Mon but, c'est d'aider tout simplement l'auteur à obtenir la notoriété dont il a besoin pour attirer les médias et faire connaître son nouveau produit. Le tout en l'aidant à organiser son lancement de livre de A à Z, pour l'aider à économiser du temps et de l'argent, mais surtout, éviter de faire certaines erreurs qui pourraient nuire à son image professionnelle. Si tu es ici en ce moment, c'est probablement parce que tu as l'intérêt d'organiser un lancement de livre professionnel pour célébrer avec les gens que tu aimes la venue de ton nouveau produit, auquel tu es déjà très attaché. Tu sais pertinemment que cet événement doit être organisé comme il se doit, parce que c'est l'aboutissement de ton rêve devenu maintenant réalité. Tu as consacré tellement d'efforts et d'énergie à l'écriture de ton livre. Tu as laissé cours à ton imagination. Tu t'es lu, relu, jusqu'à ce que les mots qui sont écrits sur ces feuilles blanches reflètent exactement ce qui était dans ta tête. Tu as passé par toutes sortes d'étapes qui t'ont amené à éditer ton livre auprès d'une maison d'édition ou plutôt choisir l'autopublication. Peu importe le chemin que tu as choisi, tu as vécu des hauts et des bas. Et maintenant, tu chéris le désir de vouloir organiser une belle fête pour présenter ton nouveau protégé au monde entier. Peut-être ne sais-tu pas encore comment y parvenir, ni quel serait l'endroit idéal pour organiser ton lancement. Peut-être ne connais-tu rien au domaine événementiel. Peut-être n'as-tu encore aucune idée des étapes qui vont te mener à réaliser ton projet. Peut-être as-tu peur d'inviter les médias et de leurs réactions. Peut-être n'imagines-tu pas encore tout simplement tous les impacts que pourrait avoir ton livre. Si au lieu de le laisser poussiérer sur les étages des bibliothèques et des librairies, tu n'oserais pas en faire un best-seller. Un produit que tu mettras en valeur, et ce dès le premier jour. Si tu t'es déjà posé ces questions, tu vas trouver des réponses à celles-ci dans cette présente vidéo. Si tu t'es déjà posé ces questions, tu vas trouver des réponses à celles-ci dans cette présente vidéo. Lorsqu'on lance un livre pour la première fois, c'est normal de se poser toutes ces questions. C'est pas de notre faute si on a l'impression de tomber et d'avoir l'impression de ne pas être capable de se relever sans que quelqu'un nous tende la main. Je vous comprends. Parce que je me sentais comme ça le 18 décembre 2013, quand j'ai tenu mon livre pour la première fois dans mes mains. Je désirais le montrer à tout le monde et en même temps j'avais peur. Parce qu'après 8 ans de procrastination, j'avais envie d'organiser un lancement de livre, mais je savais pas comment m'y prendre. En fait, j'ai fait plusieurs recherches sur le sujet. Je me suis informée à droite et à gauche, et le 1er février 2014 a été la plus belle journée de ma carrière, parce que j'ai lancé mon livre de la façon dont je l'avais désiré depuis des années. J'ai fait de belles erreurs, mais cet événement fut magnifique. C'est pourquoi aujourd'hui, en toute humilité, j'ai envie de vous partager les trucs simples et efficaces qui, moi, m'ont permis d'organiser mon livre d'une façon plus efficace. Sachez qu'il est complètement faux de croire que l'organisation d'un tel événement nécessite un investissement coûteux ou de devoir louer une salle à la fine pointe de la technologie pour augmenter notre notoriété du produit. C'est complètement faux de croire aussi que pour attirer les médias, il faut dépenser une fortune en publicité. Pour ma part, la mise sur pied de mon lancement m'a juste coûté 277 $, que j'ai largement remboursé en vendant des livres cette journée-là. Et en fait, j'ai eu le privilège d'avoir 9 entrevues auprès de la télévision, des journaux et même une chronique dans un magazine sans avoir investi un seul sou en publicité. Ce qui est important de comprendre,
c'est que lorsqu'on essaie d'organiser un lancement de livre, il faut vraiment y aller une étape à la fois. Et il faut l'organiser à l'avance pour être certain que le jour J, on ait le moins de stress possible. En fait, aujourd'hui, je me permets de vous présenter les 6 étapes d'une valeur inestimable pour organiser votre lancement de livre. À la base, un lancement de livre bien planifié emmène de véritables résultats. Et la première étape, elle est toute simple, c'est le déclenchement. Le déclenchement, c'est tout simplement de mettre sur papier qu'est-ce qu'on veut qu'il y ait à notre lancement et de se poser les bonnes questions dès le départ pour s'assurer la réussite du projet. Un lancement réussi, c'est avant tout le reflet de l'artiste sous tous ses angles. On n'a pas besoin d'avoir l'air de quelqu'un d'autre la journée de notre lancement. Plus on va être nous-mêmes, plus on va avoir du plaisir et plus les gens vont s'attacher à notre produit. Ça, c'est vraiment la base de la réussite. L'important lorsqu'on organise un lancement dans cette étape cruciale du développement du projet, c'est de se poser 3 questions fondamentales. De quelle façon est-ce que je vais attirer les bonnes personnes? De quelle façon est-ce que je vais mettre en valeur le produit? Et de quelle façon est-ce que je vais respecter les valeurs de l'artiste? Les 3 questions vont ensemble. Et ça, c'est vraiment la base pour s'assurer la réussite d'un lancement ou de tout événement. L'étape la plus importante avant de faire quoi que ce soit, c'est de faire l'exercice de la technique des 5 W. Le who, le when, le where, le what et le why. Et on ajoute le how. Ça, c'est très important parce que vous allez mettre sur papier les informations en vous posant les bonnes questions dès le départ. Et ça va vous assurer de ne pas faire des erreurs en cours de route. En fait, je vous invite très simplement à prendre une feuille, à faire un tableau en 2 colonnes. D'un côté, vous marquez la question et de l'autre côté, vous allez élaborer le concept. Premièrement, vous allez vous poser la question « Pourquoi? » C'est quoi le but d'organiser mon lancement? Oui, je veux célébrer l'arrivée d'un nouveau produit. Je veux lui donner une visibilité. Je veux créer un engouement, stimuler les ventes, mais encore. C'est quoi le but exact d'organiser votre lancement? Plus votre but va être précis et clair dans votre tête, plus il va être clair pour la personne qui va vous aider à organiser votre projet et plus vous allez être capable de poser les bonnes actions qui vont faire en sorte que votre lancement va être une réussite parce qu'il va répondre avant tout à vos attentes et à son but premier. Maintenant, la question qui est super importante. Pas juste qui est-ce que je vais inviter, non. Qui ai-je intérêt à inviter afin que mon lancement soit une réussite? Dans le qui, on inclut évidemment nos lecteurs idéaux. Quel genre de personne va lire mon livre? Mais c'est important d'inviter ce genre de personnes-là à votre lancement. Est-ce que je vais inviter mes pairs, mes partenaires, les gens qui ont fait quelque chose de concret au niveau de mon livre? C'est important de les inviter. 1, c'est une marque de respect. 2, c'est leur montrer qu'on les aime, qu'on les remercie. Mais 3 aussi, ça augmente notre notoriété et ça, c'est très important. Est-ce que je vais inviter des gens de prestige aussi? Lorsque je parle de gens de prestige, évidemment, je parle des médias, mais je parle aussi du député ou du maire de votre quartier qui aurait un intérêt à venir dans ce style d'événement-là et qui augmenterait la notoriété de votre événement juste par sa présence. Le quoi? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour me démarquer des autres lancements? Soutenir mon concept de base, la thématique de mon livre et me respecter comme auteur. Est-ce que je veux organiser une mini-conférence? Présence de chanteurs, dégustation, une séance signature, des discours oratoires, des remerciements? Est-ce que j'ai envie d'inviter des gens qui vont prendre la parole? Donc, qu'est-ce que je vais faire exactement la journée de mon lancement? Je vous donne un exemple. Moi, lorsque j'ai lancé mon livre, j'ai fait une dégustation de thé et de chocolat. En éveillant les 5 sens directement des gens qui sont venus, ils ont été plus enclins. Je suis allée les chercher par une petite touche d'originalité, ce qui a fait en sorte que les gens ont été plus intéressés finalement à consommer mon produit. Au niveau du quand c'est pas juste à quelle date est-ce que je vais faire mon événement. Non, la vraie question qui est importante de se poser, c'est est-ce que c'est le bon moment d'organiser mon lancement?
Au niveau du quand, c'est pas juste de choisir la date de son lancement. Non, la vraie question qu'il faut se poser dès le départ, c'est est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment de faire le type de lancement que je veux faire? Je te donne un exemple. Moi, j'aurais vraiment aimé que mon livre soit sorti pour Noël, mais après mûre réflexion, j'ai réalisé que chocolater votre vie de bonheur, c'était plus approprié pour la Saint-Valentin. Donc, même si j'ai reçu mon livre un peu avant Noël, j'ai attendu pour le sortir plus au niveau de la Saint-Valentin. Lorsqu'on parle aussi du quand, c'est très important de se poser la question, la clientèle cible va-t-elle se déplacer en ce moment de la journée ou en cette période de l'année? C'est certain que je prenais quand même une chance parce qu'au mois de février, il fait pas beau au Québec. Donc, il y a des gens qui ne se sont pas déplacés parce qu'il faisait froid la journée de mon lancement. Moi, dans mon cas, j'ai décidé de faire ça un samedi de 2h à 16h, ce qui était un bon moment pour rejoindre ma clientèle. Mais c'est pas tous les types de clientèle qui sont disponibles la fin de semaine. Donc, c'est très important de se poser cette question-là. Est-ce que je vais être capable de rejoindre ma clientèle en ce moment de la journée ou en cette période de l'année? Y a-t-il d'autres événements similaires ou d'envergure durant la même période? C'est certain que si vous organisez un lancement de livre en plein milieu du Salon du livre du mois de novembre, mais que vous n'êtes pas présent au Salon du livre, c'est peut-être pas la bonne période pour choisir le lancement de votre livre, parce que la majorité des gens qui ont un intérêt pour ça vont être présents au Salon du livre. Donc, lorsqu'on organise un lancement, c'est important de regarder les événements qui ont autour. Je donne un autre exemple. Si vous organisez un lancement en plein milieu des séries éliminatoires du hockey et que la journée de votre lancement, malheureusement, c'est la Coupe Stanley, ben, il n'y a probablement pas grand monde qui va se présenter à votre lancement. Donc, tout ça, c'est des questions qui sont fondamentales à se poser dès le départ pour s'assurer la réussite de l'événement. Maintenant, le où. Quel est l'endroit idéal pour attirer votre clientèle? Vaut mieux avoir une salle qui paraît une salle plus petite, qui paraît pleine, qu'avoir une grande salle qui paraît à moitié vide. Ça, c'est évident. Mais lorsqu'on regarde quel est l'endroit idéal pour attirer notre clientèle, il y a d'autres types de questions fondamentales qu'il faut se poser. Est-ce que cette salle-là a une accessibilité aux commodités, dont le stationnement, les toilettes, les rampes d'accès, le vestiaire? Est-ce que mon décor rentre dans cette salle-là? Au niveau de la logistique, est-ce que cette salle-là prévoit assez de tables, assez de chaises pour accueillir mon événement? Au niveau du matériel, la grandeur de la salle, ça, c'est toutes des questions que dès le départ, on doit se poser. De dire, OK, le type de clientèle que j'ai risque de venir en fauteuil roulant ou en déambulateur, mais je vais prévoir des rampes d'accès. Donc, juste de dresser la liste de ce que vous avez de besoin va vous aider plus tard à choisir le meilleur endroit pour faire votre événement. Lorsqu'on parle de meilleur endroit aussi, c'est l'endroit géographique. Voulez-vous que ce soit plus dans un milieu rural ou dans un milieu urbain? Si on est dans un milieu plus urbain, est-ce que c'est près du métro? Ça, c'est très important. Si on est dans une zone plus rurale, est-ce que c'est trop loin de la métropole? Les gens vont-ils être enclins à venir? Ou bien c'est à 2 heures de route et les gens vont être intéressés par le produit, mais vont préférer se le procurer à la bibliothèque ou à la librairie? Une fois que vous avez fait cet exercice-là, vous avez une idée un peu plus claire de quel genre de lancement vous voulez parce que vous avez répondu aux questions essentielles. L'autre facteur qui va vous aider dans le déclenchement du projet, à prendre la bonne décision, est-ce que j'investis du temps et de l'argent dans mon lancement ou non? C'est vraiment de s'assurer la viabilité financière du projet. Pour ce faire, c'est très simple. Moi, je vous invite à faire 3 colonnes, donc 3 tableaux en 3 colonnes. D'un côté, vous marquez revenus, de l'autre côté, dépenses, et de l'autre côté, le point mort. Au niveau des revenus, rapidement, je vous invite à vous poser la question. C'est quoi le montant que moi, j'ai envie d'investir personnellement dans mon lancement? Est-ce que ça se situe plus au niveau de 100 $, 500 $ ou 1000 $? C'est quoi le nombre de livres que je pense que je vais être capable de vendre par rapport au nombre de personnes qui vont être présentes? Généralement, moi, je vous dis, ça frôle environ le 40%. 40% des gens qui vont être présents à votre lancement de livre vont acheter un livre.
Pourquoi 40%? Mais c'est qu'il y en a beaucoup qui viennent en couple, donc ils vont acheter un seul livre qui vont se prêter. Et il y en a qui vont venir, qui vont rien acheter, qui sont juste là par curiosité. Donc ça, c'est au niveau des revenus. Est-ce que vous allez aussi essayer de trouver un commanditaire, des bailleurs de fonds, des gens qui vont vous fournir des repas, des trucs comme ça? Donc tout ça, ça va dans les revenus. Au niveau des dépenses maintenant, il y a beaucoup de dépenses, mais les principales sont celles-ci. Combien est-ce que je pense que ça va me coûter environ en location de salle? Quel genre de matériel j'ai besoin? Combien est-ce que je veux mettre de l'argent en achat de matériel ou en location de matériel? Est-ce que j'ai besoin de main-d'œuvre? Cette main-d'œuvre-là va-t-elle être bénévole ou payante? Si elle est payante, ben c'est quand même un salaire qu'il faut attribuer à chaque personne qui va être présente. Combien est-ce que je vais dépenser en publicité en imprimerie? Certains, il y a des façons gratuites d'accéder via les médias sociaux à de la publicité gratuite, mais est-ce que je vais faire imprimer des cartes d'affaires, des dépliants, des trucs comme ça? Donc, combien est-ce que je me donne? Une fois que ça, vous avez fait ça, vous êtes capable de voir si vous avez plus de dépenses que de revenus ou l'inverse. L'idéal, lorsqu'on organise un lancement de livre, c'est d'arriver au minimum à 0 et, dans le meilleur des mondes, de faire un peu de profit. Donc, si vous êtes dans le négatif, moi, je vous invite à vous poser les deux questions suivantes. Est-ce que je suis capable d'augmenter les revenus? Donc, est-ce que je suis capable d'aller chercher plus de commanditaires, une subvention ou d'investir plus d'argent personnel? Ou est-ce que je suis capable de couper dans les dépenses? Une fois que vous avez pris vos décisions et que vous vous assurez que vous n'allez pas dépenser une somme exorbitante dans votre lancement et vous endetter, c'est là que vous prenez la décision. Est-ce que j'organise mon lancement? Si c'est oui, vous cochez dans la ligne verte. Si c'est peut-être, vous allez trouver des solutions pour améliorer votre budget, pour clarifier votre projet, pour être capable de le réaliser. Et si vous êtes dans le rouge, que vous voyez que ça n'a pas de sens, mais la réponse peut être non, tout simplement. Vous pouvez très bien sortir un livre sans organiser un lancement. J'ai déjà vu des auteurs le faire, c'est correct aussi. Mais vous passez à la deuxième étape seulement si la réponse est oui. Donc, si vous êtes dans le peut-être, vous devez trouver des solutions pour que votre réponse soit oui. Soit clarifier vos questions ou soit améliorer votre budget. La deuxième étape, c'est la phase de la conception. Ça, c'est la phase la plus intéressante. C'est là qu'on laisse libre cours à notre imagination et qu'on s'amuse à ne rien censurer. Moins vous allez vous censurer, plus vous allez avoir un concept original, et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous démarquer des autres auteurs et des autres lancements. À cette étape de réalisation de votre projet, il y a vraiment deux choix qui s'offrent à vous. Soit que vous décidez d'organiser tout de A à Z vous-même, en suivant les étapes que je vous présente, ou c'est là que vous pouvez décider en tant que promoteur de l'événement d'engager quelqu'un qui va vous aider à réaliser votre événement. Les deux choix sont possibles, les deux choix sont bons. Il y a des pour et des contre dans chaque choix, mais dites-vous que si vous décidez de choisir une personne, c'est important de prendre une personne qualifiée qui va vraiment tenir à cœur votre projet. Et si vous décidez de le faire vous-même, sachez que vous allez avoir de nombreuses heures à mettre sur le projet. Donc, c'est quand même important d'avoir conscience que vous allez devoir faire des choix. Moi, dans mon cas, j'avais décidé de tout organiser seule. J'ai adoré l'expérience. Par contre, ça m'a demandé de faire certains sacrifices au niveau de mes enfants et de ma famille. Donc, en prenant cette décision-là, je prenais pour acquis que j'allais devoir faire des choix importants qui allaient empiéter sur certaines sphères de ma vie pendant quelques semaines. Il y a plusieurs éléments qui sont importants à se concentrer dès le départ pour élaborer le concept, et les principaux sont les éléments du design. Lorsque je parle d'éléments du design, en fait, c'est de trouver la forme, le thème et le style d'activité qu'il va avoir lors de votre lancement. Au niveau de la forme, est-ce que je veux faire un 5 à 7? Est-ce que je veux faire un déjeuner matinal? Est-ce que j'ai envie d'en faire un événement un peu de réseautage? Est-ce que je veux faire un gala? Est-ce que je veux que ce soit plus sous forme de mini-spectacle? Sous forme de séance signature traditionnelle dans une bibliothèque? Il y a une multitude de formes qui existent. Ce qui est important, c'est de trouver celle qui vous colle à la peau et celle avec laquelle vous êtes mieux.
toujours en considérant là, les contraintes de la technique des 5 W que vous avez trouvées à l'étape précédente. Au niveau du thème, ce qui est très important, c'est de ne pas trouver un thème trop imaginaire qui n'a aucun lien avec votre livre. Plus le thème de votre lancement va ressembler à votre livre, plus vous allez mettre en valeur votre livre et ça va être très bon, ça va être bénéfique là, pour les ventes et pour la visibilité de votre œuvre. Dites-vous que plus le thème est logique en lien avec le livre, plus vous mettez en valeur votre produit et meilleures sont vos ventes. Donc, de trouver un thème qui est en lien avec votre livre, c'est très bon. Je donne un exemple. Moi, je vous l'ai dit, j'avais fait du thé et du chocolat. Donc, les gens pouvaient vraiment déguster le chocolat noir, le chocolat au lait et le chocolat blanc. Et à la fin de ma mini-conférence que j'avais faite, j'avais expliqué que le chocolat noir était amer comme la vie, que la vie était comme le chocolat au lait, elle était sucrée par des petits plaisirs de la vie, qu'elle était pleine de surprises comme le chocolat blanc, donc tout avait un lien. Les gens arrivaient, faisaient « wow », mais à la fin de ma conférence, ils comprenaient pourquoi j'avais mis ces petits bonhommes sourires-là et pourquoi j'avais élaboré ce thème-là. Au niveau des activités, une séance signature, moi j'appelle ça une activité. Une mini-conférence, moi j'appelle ça une activité. Donc, c'est important, si vous invitez les gens pour 1 heure et demie, de trouver des mini-activités qui vont faire en sorte qu'ils ne vont pas s'ennuyer en attendant la file là, pour avoir votre signature. Donc, au niveau des activités, c'est toujours possible de faire venir un musicien, faire une petite ambiance musicale, de faire des jeux. Il y en a qui font des jeux, c'est très intéressant aussi. Ça permet que l'attente soit moins lourde, donc les gens s'amusent pendant qu'ils attendent pour consommer votre livre. Donc, au lieu de partir parce que c'est long et plate, ben, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'ils restent là. Au niveau des activités, ça peut être un témoignage de vous, des contributeurs du livre. Ça peut être une mini-conférence si c'est un livre de développement personnel. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas en mettre trop, mais d'en mettre suffisamment pour que les gens restent là et aient envie de passer la période complète avec vous à célébrer votre événement. Un autre truc qui est super important, on parle de design, mais le choix de l'ambiance est super important aussi. C'est un autre élément sur lequel il faut se poser les bonnes questions dès le départ. Il y a trois éléments qui peuvent vous aider à choisir une ambiance qui va être magnifique. Le premier, c'est éveiller les 5 sens des convives. Donc, le premier, c'est vraiment d'éveiller les 5 sens des convives. De quelle façon? En mettant des odeurs qui sentent bon, des odeurs qui sont attrayantes. Trouvez une ambiance musicale adéquate. Essayez de donner des petites bouchées, donc de capter l'attention par le goût. Ça veut pas nécessairement dire de dépenser une fortune en nourriture. Mais dans le cas d'un lancement de quelqu'un que j'ai aidé, c'était juste un bar à bonbons. Mais le fait qu'il y ait un bar à bonbons, c'était beau visuellement et ça attirait les gens à goûter. Donc, c'était très intéressant. Au niveau du toucher aussi, c'est important de capter l'œil. Est-ce que les gens vont pouvoir, allez-vous permettre aux gens de toucher à votre livre? Plus ils vont l'avoir touché, mais après ça, ils vont se l'approprier. C'est difficile de laisser quelque chose sur une tablette qu'on a touché, n'est-ce pas? Un vêtement, peu importe, mais c'est la même chose avec votre livre. Si vous leur remettez des signets qui peuvent tenir, mais ils vont avoir plus envie de le consommer que si vous ne leur permettez pas de toucher. Au niveau visuel, allez-vous avoir un décor? Allez-vous avoir une lumière qui va être attrayante, qui va être intéressante? Tout ça va vous permettre d'améliorer l'ambiance générale de votre salle et améliorer et mousser les ventes de vos produits. Le deuxième élément de l'ambiance, c'est vraiment de mettre en valeur le produit. Je suis allée trop souvent dans des événements, et là, je ne parle pas juste de lancement, mais dans des événements où il y a tellement d'informations papier sur la même table que finalement, c'est pêle-mêle. Et moi, en tant que spectateur, en tant que participant, je ne sais pas quelle est l'information la plus importante à prendre. Donc, je prends un peu de tout sans lire et j'arrive à la maison, je mets tout dans la récupération. Ce qui est très important, c'est de mettre en valeur le produit. Essayez d'éliminer autour de lui toute source de distraction.
Idéalement, dans un lancement, vous devriez avoir des signets ou des cartes d'affaires, ou les deux, avec votre livre. Et le restant, c'est juste de la décoration pour que les gens focusent plus sur votre livre. Donc, vous trouvez une ambiance qui est similaire, qui est pas disproportionnée, ça fait pas trop multicolore autour de votre livre, mais en bout de ligne, tous les objets que vous mettez autour de votre livre, c'est pour centrer le visuel sur le livre, c'est pour améliorer le visuel du produit principal qui est votre livre. Donc, faites l'exercice chez vous. Disposez vraiment vos éléments. Regardez où est-ce que votre œil pointe en premier. Si c'est pas sur le livre, c'est que vous avez soit pas assez d'éléments ou trop d'éléments. Évitez en bon québécois ce qu'on dit le flafla et ça va vous aider là, à justement trouver une certaine harmonie autour de votre livre pour améliorer l'ambiance générale. Le troisième élément, c'est de capter l'œil du spectateur par une touche d'originalité. Lorsque je dis originalité, ça ne veut pas nécessairement dire extravagance, mais ça veut juste dire de trouver le petit côté pétillant qui va faire en sorte que les gens vont faire « Wow, c'est original, c'est différent ». Ça va leur capter tout de suite l'œil du spectateur et ça va mousser le bouche à oreille, ce qui va stimuler en bout de ligne vos ventes en librairie. Un autre élément qui est fondamental en phase de conception du projet, c'est d'analyser l'événement d'une façon neutre et objective. Tout d'abord, vous pouvez analyser les forces de l'événement et les faiblesses. Juste en sachant c'est quoi vos forces et c'est quoi vos faiblesses dans votre événement et en tant que promoteur, ça va vous aider à axer sur vos forces et à trouver les bons outils pour que vos faiblesses paraissent moins. Je vous donne un exemple. Dans mes forces, moi, je suis une personne qui est créative. Mais dans mes faiblesses, je suis une personne qui a de la difficulté à écouter. Donc, en le sachant d'avance, je me suis dit, cette journée-là, mais tout le côté créatif va faire en sorte que les gens vont être impressionnés. Et moi, j'aurais plus besoin de me soucier de ça parce que ça va être déjà organisé. Je vais pouvoir me concentrer sur écouter les gens qui viennent me rencontrer. Et plus je vais les écouter, mais plus ils vont me sentir réceptifs et mieux ça va être. Ça, c'est au niveau de mes forces et de mes faiblesses personnelles. Au niveau des forces et des faiblesses de mon événement, mais au niveau de mes forces, j'avais un thème qui est intéressant, j'avais choisi une période de l'année qui est intéressante. Donc, tout ça faisait en sorte que les médias étaient attirés par mon produit. Au niveau de mes faiblesses, c'était mon premier livre. Donc, en tant que nouvel auteur, c'est certain que j'avais moins de crédibilité et moins de notoriété. J'ai dû patiner un petit peu plus pour avoir des entrevues, tout ça. Mais juste en ayant conscience, mais j'ai demandé des opinions de d'autres personnes et j'ai trouvé des trucs pour rendre plus crédible mon produit. Et dans mon cas, je me suis servi beaucoup de ma maison d'édition Québec Livre pour obtenir cette notoriété-là qui a fait en sorte que ma faiblesse apparaissait un peu moins. Maintenant, au niveau de l'analyse de l'événement, c'est très important de se poser la question, est-ce que mes objectifs de départ sont SMART? Est-ce que mes objectifs sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels? Si je décide 2 semaines à l'avance d'organiser mon événement, ben peut-être que c'est pas nécessairement réaliste dans le temps. Donc, c'est peut-être mieux d'attendre quelques semaines de plus pour s'assurer sa réussite. Si au contraire, mes objectifs sont très spécifiques, mais que je m'y prends trop d'avance pour solliciter les gens, j'ai déjà fait cette erreur-là 6 mois à l'avance, mais c'est peut-être pas dans le bon temps non plus. Donc, c'est important de s'assurer que nos objectifs sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Ça va vous assurer la réussite de votre événement. Si c'est pas le cas, avant de passer à l'étape suivante, je vous invite vraiment à vous poser des questions sur vos objectifs de base et à s'assurer que tout ça respecte ces critères-là. Ça va vous aider un peu plus loin à ne pas avoir de déception et à vivre de véritables succès. Un autre élément qui est super important à considérer lorsqu'on parle de conception du projet, c'est les lieux idéaux. Je vous en ai parlé brièvement tantôt. Le lieu est l'élément fondamental sur lequel repose tout le restant. Si vous louez une grande salle et que finalement vous avez peu d'invités, les gens vont sentir que c'est trop grand, donc ça va être plus froid comme ambiance et les gens vont trouver ça moins intéressant.
Si au contraire, vous avez une petite salle trop bondée, les gens vont se sentir comme dans un ascenseur tout étouffé, n'aimeront pas l'ambiance et vont avoir envie de quitter. Vaut mieux avoir une salle qui paraît plus pleine qu'une salle qui paraît à moitié vide, mais une salle surpeuplée, c'est pas mieux non plus. Donc, dès le départ, moi, je vous invite à vous poser la question. Combien est-ce que je pense d'invités que je vais être capable d'attirer? Si c'est certain dans votre tête qu'il n'y aura pas plus que 50 personnes, ça vaut pas la peine de dire je vais louer une salle pour 100 personnes au cas où qu'il y a des gens qui rentrent. Une autre façon qui est simple, qui peut vous aider à respecter un peu ces critères-là, c'est de faire des billets. Je ne sais pas si vous le savez, mais même sur Eventbrite, si vous ne vendez pas des billets, donc si vos billets sont gratuits, c'est possible de faire des inscriptions à l'avance. C'est possible aussi de demander aux gens « Confirmez-moi par téléphone ou par courriel votre présence. Vous avez jusqu'à telle date pour me confirmer votre présence. » Ça va vous assurer d'avoir un certain nombre de personnes. Et malheureusement, si vous avez une salle d'une capacité de 100 personnes et que finalement, il y a 200 personnes qui sont intéressées, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de faire un deuxième lancement lorsque la première partie quitte d'inviter une deuxième partie, ou tout simplement de dire que malheureusement, vous faites ça dans un cadre intimiste et que vous prenez les 100 premières personnes, que vous allez être disponible pour les autres personnes, mais à un autre moment, ou que votre livre est disponible en librairie. Donc ça, c'est très important. Au niveau des lieux idéaux aussi, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est qu'une salle a une capacité d'accueil. Donc, oui, vous pouvez dire, OK, monsieur, madame, tout le monde peut rentrer cette journée-là. Mais la salle a une capacité d'accueil. Et cette capacité d'accueil-là, c'est une réglementation en soi. Donc, vous ne pouvez pas dépasser cette capacité d'accueil-là. C'est pour ça qu'à la signature du contrat, moi, je vous invite à poser la question. C'est quoi la capacité d'accueil de la salle? Lorsqu'on parle des lieux idéaux aussi, je vous en ai parlé brièvement, c'est très important d'être centré quand même sur des centres urbains où est-ce que les gens, c'est accessible. Autant en transport en commun qu'en voiture. Si vous faites ça dans une région très éloignée, c'est certain qu'il va y avoir moins de gens qui vont se déplacer. D'un autre côté, si vous habitez en Abitibi, ben c'est peut-être le moment justement de valoriser votre petit patelin. À ce moment-là, vous faites un lancement qui est un peu plus petit, mais vous invitez des médias et vous vous assurez qu'au niveau virtuel, l'information circule et c'est très bien aussi. Au niveau des choix de lieux, je vous en ai parlé brièvement, c'est important en période hivernale d'avoir un vestiaire. Ça, c'est vraiment capital. C'est important d'avoir une accessibilité aux salles de bain, une accessibilité à la salle. C'est important de s'assurer aussi que les dimensions de la salle soient concrètes dans votre tête. Parce qu'on ne rentre pas une table 10 par 10 de la même façon dans une petite salle que dans une grande salle et les accès aussi. Si les portes sont trop petites, mais peut-être que votre matériel ne pourra pas rentrer et ça va vous mettre un stress supplémentaire la journée de l'événement. Est-ce qu'il y a des rampes d'accès? Est-ce que c'est accessible aux fauteuils roulants? Votre salle, est-ce qu'elle est bien insonorisée? Ou s'il y a un événement à côté, ça va enterrer votre ambiance? Très important de se poser ces questions-là. Est-ce que c'est accessible au stationnement? Les stationnements sont-ils payants? Sont-ils gratuits? On prend pas le temps de se poser ces questions-là. Mais moi, j'ai organisé un gala. C'était 30 $ le billet et les gens devaient payer 10 $ le stationnement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Je ne viendrai pas parce que ça coûtait 10 $ de stationnement. » Si j'avais fait ça dans un autre endroit avec des stationnements gratuits, j'aurais eu une 50aine de personnes de plus à mon événement. Donc, tout ça, c'est important de vous poser les questions. Lorsqu'on parle de stationnement aussi, moi, je vous invite fortement à réserver des stationnements marqués « Réservé » devant, près de la porte pour vos fournisseurs et pour les journalistes, ainsi que pour les invités de prestige. Ces gens-là n'ont pas envie d'arriver la journée de votre événement et de se stationner 10 rangées plus loin. Ça va faire en sorte qu'ils ne vont pas rentrer et qu'ils vont quitter tout simplement. Donc, essayez d'accommoder les gens importants, ils vont être reconnaissants et ils vont faire des bels articles dans les journaux pour vous.
Un autre élément du concept qui est très important, c'est vraiment de se poser les questions sur les 3 départements fondamentaux de l'organisation d'un événement. Moi, je vous invite dès le départ à ouvrir un tableau Excel, à marquer ces 3 thèmes-là et à vous poser les bonnes questions dès le départ. Au niveau des ressources, vous avez 3 éléments essentiels. Les ressources matérielles, donc en gros, c'est la liste du matériel que vous allez avoir de besoin. Les ressources humaines et financières. Au niveau des ressources humaines, je vous invite dès le départ à vous poser la question, c'est quoi le profil des individus idéaux que je vais attirer au niveau de mes ressources humaines? Est-ce que je veux que ce soit des gens polyvalents? Est-ce que je veux que ce soit des gens souriants? Des gens compréhensifs? Des gens professionnels? Des gens autonomes? C'est à vous de cibler quel genre de personne vous voulez dès le départ. Comme ça, lorsque vous allez voir cette personne-là arriver, vous allez dire, hey, c'est vraiment de toi que j'ai besoin. Au niveau des ressources humaines, est-ce que je veux des bénévoles? Est-ce que je veux des salariés? Les deux ont des pour et des contre, mais c'est important de vous poser les bonnes questions dès le départ. Un autre truc qui est important au niveau des ressources humaines, c'est de comprendre, notamment au Québec, qu'on a besoin de 1 secouriste pour 500 invités. Donc, dans vos ressources humaines, avez-vous une personne qui connaît les premiers soins, qui sait quoi faire en cas d'urgence? Ça, c'est très important. Au niveau des ressources financières, vous devez établir dès le départ un budget détaillé et vous ajuster au fur et à mesure pour vous assurer de ne pas être en déficit après votre événement. L'autre département sur lequel vous devez vous concentrer, c'est vraiment la communication. Lorsque je parle de communication, je ne parle pas juste de communication avec son client idéal au niveau de la publicité. Je parle aussi de la communication entre les membres de l'équipe. Et de la communication, ça va plus loin que ça. Ça va aussi la journée de l'événement sur toute la signalisation que je vais devoir mettre en place pour que la personne qui se présente chez moi ait pas l'impression d'être perdue. Donc, ça va vouloir dire un panneau de signalisation pour le stationnement, un panneau de signalisation pour les salles de bain, un panneau de signalisation qui indique où est la file pour la séance signature. Pour ce faire, moi, je vous invite vraiment, lorsque vous allez louer votre salle, de rentrer à l'intérieur et de faire comme si vous étiez votre propre invité. De vous poser la question, où sont les toilettes? Où sont les stationnements? Où est-ce que je fais la file pour acheter le livre? Si c'est pas clair pour vous, ce sera pas clair pour eux, ça veut dire que vous avez besoin d'un panneau de signalisation à cet endroit. Donc, au niveau de la communication, c'est ça. Au niveau de la logistique maintenant. La logistique et la sécurité. Saviez-vous qu'il y a beaucoup de réglementations, autant au niveau municipal, gouvernemental qu'au niveau de votre salle? C'est important de poser les bonnes questions. Si vous êtes au Québec et que vous louez une salle, que vous mettez des nappes, ces nappes-là doivent être inifugées, ce qui veut dire à l'épreuve du feu. Si vous ne le savez pas et qu'un pompier passe, il peut annuler votre lancement même si vous avez des invités qui se présentent. Donc, c'est important de le savoir à l'avance. Lorsqu'on organise un événement dans certaines villes, notamment à l'extérieur, ça prend des permis spéciaux. Si on a de l'alcool, ça prend un permis d'alcool. Si vous faites ça dans un restaurant, il n'y a pas de problème. Les restaurants ont leur propre permis d'alcool. Mais si vous louez une salle, vous devez être responsable du permis d'alcool jusqu'à un certain point. Et sachez que commander un permis d'alcool, ça prend entre 6 semaines et 12 semaines. Donc, si vous ne vous y prenez pas d'avance, ça se peut que le permis d'alcool arrive pas à temps. C'est très important. Au niveau des permis aussi, pour diffuser de la musique dans les endroits publics, notamment au Québec, ça prend ce qu'on appelle un permis SOCAN. C'est pas très dispendieux, ça coûte entre 15 et 30 $ pour chaque événement pour pouvoir diffuser de la musique dans les endroits publics. Mais si vous le savez pas et que la salle n'a pas son permis SOCAN, en tant que promoteur, vous pouvez avoir des problèmes. Donc, c'est très important lorsque vous réservez votre salle, que vous signez le contrat de location, de vous assurer c'est qui est en charge du permis SOCAN. Au niveau des assurances, en tant que promoteur, on doit avoir une assurance responsabilité civile. Même si la salle couvre certaines choses, il y a des trucs qui sont sous notre responsabilité. Si on a des bénévoles et que ces bénévoles-là se blessent
On doit avoir une assurance responsabilité civile pour couvrir leurs dommages. Aussi, il y a des règlements, vous pouvez avoir accès à des assurances pour le vol, pour le bris, pour la CSST si vous avez des employés à votre charge qui ne sont pas nécessairement couverts par la salle directement. Donc, tout ça, il faut y penser à l'avance parce qu'il faut prendre les bonnes assurances pour le bon événement. Au niveau du plan d'aménagement du site, ça, c'est super important. Assurez-vous de connaître les dimensions réelles de votre salle et n'arrivez pas le matin même de dire où est-ce que je vais placer tel truc, où est-ce que je vais placer mes convives, où est-ce que je vais faire ma conférence. Tout ça doit être planifié à l'avance. Donc, faites vraiment le plan d'aménagement de la salle. Ça va vous éviter des tracas, du stress et de perdre du temps la journée de votre événement. Au niveau de la sécurité aussi, il y a tout ce qui englobe les procédures d'évacuation et les premiers soins. Saviez-vous que c'est très important d'avoir des sorties de secours qui sont libres de matériel en cas de feu? Ça, c'est super important à considérer. Donc, chaque sortie de secours, vous perdez de l'espace parce que vous ne pouvez pas les obstruer par du matériel. C'est important d'avoir des trousses de premiers soins. Non seulement d'avoir des trousses de premiers soins réglementaires, donc qui contiennent tout le contenu nécessaire en cas de besoin, mais d'avoir des gens qui savent s'en servir. Et que chacune de vos ressources humaines sache sont où les trousses de premiers soins, ça va vous permettre d'agir rapidement en cas de pépin. Ça, c'est un must et c'est essentiel lorsqu'on organise un événement. Si la salle, c'est pas clair pour eux si leurs trousses de premiers soins sont correctes, ça vaut la peine d'aller dans une pharmacie et d'acheter une trousse de premiers soins que la personne responsable de votre événement va avoir en sa possession pour être capable d'agir rapidement en cas de besoin. La troisième étape qui est essentielle, c'est l'étape de la planification. Cette étape-là devrait prendre entre 25 et 30 % de la durée totale du temps que vous investissez à votre projet. En fait, cette étape-là a un lien logique avec la précédente. Il se divise en 3 étapes. La première étape, en fait, vous devez reprendre chacun des départements que vous avez parlé tantôt et vraiment élaborer ce qui va avec et le diviser en lots de tâches. Donc, au niveau des ressources matérielles, quelles sont toutes les tâches que vous allez devoir faire pour s'assurer d'avoir le matériel nécessaire la journée de l'événement? Allez-vous avoir besoin de faire des soumissions, choisir des fournisseurs, planifier du transport, etc. Au niveau des ressources humaines, mais qui dit ressources humaines dit recrutement, formation. Allez-vous faire un organigramme? Allez-vous avoir une personne qui va être responsable de votre accueil, une personne responsable des médias, une personne responsable de la logistique? Donc, ça va être quoi l'ordre décroissant de supervision entre ces personnes-là? C'est ça que j'appelle un organigramme. Donc, qui va être à la charge de qui? Plus ça va être clair pour vous et pour les autres, mais meilleure va être la communication la journée de l'événement. Au niveau des ressources financières, quelles sont toutes les tâches que vous allez devoir faire au niveau financier? Tenir une tenue de livre, contacter un comptable, s'assurer d'avoir une petite caisse pour les dépenses rapides, s'assurer de pouvoir faire des chèques aux fournisseurs, s'assurer que tous les gens soient payés au bon moment. Donc, toutes ces tâches-là relèvent du côté financier. Et ce qui est important au niveau des ressources financières, c'est de les respecter autant que possible et d'ajuster votre budget au fur et à mesure pour s'assurer de ne pas être en déficit. Un autre élément qui est fondamental à considérer, c'est toutes les tâches qui ont attrait à la communication. Moi, je les divise en 3 catégories. Les tâches de programmation. Donc, si vous avez besoin d'un artiste, une tâche pourrait être très simple de dire contacter des artistes, faire signer les contrats, s'assurer de leur présence, les accueillir la journée de l'événement. Au niveau des tâches de programmation aussi, c'est tout ce qui a trait aux activités. Donc, les animateurs, les gens qui vont être présents là pour ça. Au niveau des tâches de communication, ça, c'est toutes les tâches que vous devez faire pour vous assurer que la communication soit bonne et efficace dans votre équipe la journée de l'événement. Donc, une tâche pourrait être de créer un bottin de ressources. Bottin de ressources des fournisseurs, de votre main-d'œuvre et des trucs d'urgence, donc le CLSC, des choses comme ça.
Au niveau de la communication aussi, une tâche fondamentale, c'est de quelle façon les gens vont communiquer la journée de votre lancement. Si vous faites un lancement devant 5000 personnes, ben peut-être qu'ils vont avoir besoin d'émetteurs-récepteurs, donc de walkie-talkie. Si vous avez une petite équipe, mais que votre salle est grande et que vous voulez éviter les déplacements inutiles, peut-être que chaque personne devrait avoir son cellulaire et ce serait peut-être bon que tout le monde ait le numéro de téléphone de tout le monde pour être capable de contacter les bonnes personnes en cas de besoin. Lorsque je parle de communication aussi, c'est important de considérer que si vous avez des cellulaires, de ne pas faire en sorte que la personne ait l'air de s'ennuyer à l'accueil et de parler au téléphone. Il faut le faire d'une façon professionnelle, il faut le faire d'une façon discrète pour être certain que les gens qui viennent vous voir ne pensent pas que la personne s'ennuie et parle à sa mère au téléphone. Donc, ça peut être un élément important à considérer. Ça peut être des textos aussi. Encore là, il faut le faire d'une façon professionnelle. Au niveau de la communication, il y a ce que j'appelle aussi toutes les tâches liées à la publicité. Donc, si vous voulez des cartes d'affaires, mais il faut, dans les tâches, c'est de contacter un graphiste, de rencontrer le graphiste, de lui proposer un projet, d'attendre que lui le fasse, que ça revienne dans vos mains. Donc, c'est toutes des tâches que vous devez décrire. Si vous avez besoin d'une affiche, c'est important de le savoir à l'avance que ça prend 2 semaines avant que votre affiche soit prête. Ça va vous permettre de le faire dans un bon délai au niveau de votre planification. Au niveau de la logistique, de la sécurité, c'est la même chose. Les réglementations, les permis, les assurances, le plan d'aménagement du site, oui, c'est des outils, mais il faut les bâtir. Donc, de vous dire, OK, pour faire mon plan du site, j'ai telle tâche à faire, va vous aider à le planifier dans le temps par la suite. Au niveau de vos procédures d'évacuation, si votre salle n'a pas un plan d'évacuation, en tant que promoteur, vous avez la responsabilité de vous assurer que tout le monde sait quoi faire en cas d'évacuation. En cas d'évacuation, c'est pas juste en cas de feu, ça peut être en cas de dégâts d'eau, de fuite d'eau, de tremblement de terre, n'importe quoi. On ne sait pas ce qui peut arriver, donc c'est très important de planifier ça à l'avance. Au niveau des premiers soins, qui est responsable de la trousse? C'est quoi les tâches à faire lorsqu'on a des premiers soins? Est-ce qu'on fait remplir un rapport d'incident ou pas? Si la salle ne prévoit pas ça, en tant que promoteur, c'est important de savoir de quelle façon vous allez fonctionner. Au niveau de la matrice de risque. Lorsque je parle de matrice de risque, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est de dire s'il arrive telle chose, de quelle façon est-ce que je trouve la solution pour m'en sortir. Un exemple, si l'activité est à l'extérieur et que finalement il pleut cette journée-là, je ne vais pas nécessairement annuler mon activité. Par contre, je vais m'assurer d'avoir suffisamment de parapluies pour que ça fonctionne ou avoir un chapiteau pour protéger les gens de la pluie. Si une personne se blesse, ça, c'est un risque que je prends. Ça arrive dans tous les événements. Mais de quelle façon est-ce que je vais secourir cette personne-là? Ou si quelqu'un tombe parce qu'il y a un incident, ben, comment je vais réagir? Je vais le référer à mon assurance. Donc, c'est toutes des choses que vous devez avoir en tête qui vont vous permettre, au niveau de la sécurité, de tout diviser en lots de tâches. Une fois que cette grosse étape-là est faite, vous passez à la deuxième étape qui est l'échéancier. L'échéancier, pour moi, c'est l'élément fondamental sur lequel repose tout le restant. Si vous avez un échéancier qui est bien détaillé dans un document Excel, vous n'avez pas besoin d'agenda pour faire vos tâches. Vous êtes capable avec votre document de vous comprendre et de s'assurer que chaque personne fait les bonnes tâches aux bons endroits. En fait, moi, je vous invite à le faire sur un document Excel. C'est beaucoup plus facile à effacer et à rajouter des trucs. Vous faites un tableau avec ces colonnes et vous partez vraiment des tâches que vous avez élaborées avant. Même, vous pouvez les marquer, ces tâches-là, directement sur votre document Excel. Et là, vous faites la suite. Donc, vous marquez les tâches. Vous gardez une ligne pour fait. Lorsque la tâche est accomplie, vous pouvez mettre un X. Le lieu où est-ce que vous allez faire cette tâche-là? Est-ce que c'est directement à la salle? Est-ce que c'est à partir de chez vous? Est-ce que c'est à partir d'un bureau de graphiste? La personne responsable de la tâche? La date à laquelle vous devez commencer cette tâche-là pour ne pas avoir de retard dans votre projet? La date butoir? Le temps requis et les commentaires. Je vous donne un exemple. Une tâche très simple serait de
de contacter les journalistes avec un communiqué de presse. Donc ça, c'est votre tâche. Le lieu va être à partir de chez vous. La personne responsable pourrait être vous, ou votre secrétaire, ou une personne qui est à l'aise avec le français. La date de début. Quelle est la date à laquelle je dois commencer pour s'assurer que les journalistes reçoivent l'information à la bonne date? Sachez que dans le domaine journalistique, il y a ce qu'on appelle des dates de tombée. Donc, si vous envoyez votre communiqué de presse après cette date-là, même si c'est intéressant, le journal papier est déjà imprimé, donc votre nouvelle ne passera pas au bon moment. Donc, c'est important de s'assurer avec votre date de début de respecter tout ça. C'est quoi la date butoir à laquelle vous devez faire cette tâche-là et envoyer votre communiqué de presse pour être certain que ça passe dans le journal au bon moment. Et vous prévoyez environ combien de temps pour faire cette tâche-là? 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 jours, 5 jours? Ça a une différence dans le temps au niveau de la planification. Au niveau des commentaires, moi, je marquerais en rouge ou en noir grand, s'assurer de respecter la tombée, la date de tombée du journal. Et je marquerai la date. Comme ça, moi, je m'assurerai à la lecture rapide d'avoir en tête que cette tâche-là est primordiale parce que sinon l'information ne partira pas au bon moment. Une fois que vous avez fait tout ça avec l'échéancier, mais c'est là que vous commencez à vous amuser parce que vous savez exactement où est-ce que vous vous en allez. Après ça, la qualité principale, ça s'appelle organisation et réajustement de tout ça. La troisième étape aussi qui est importante, qu'il ne faut pas négliger, c'est de s'assurer un plan B. Lorsque je parle de plan B, les gens ont souvent l'impression, oui, mais Suzy, moi, c'est à l'intérieur, j'ai pas besoin de planifier une autre salle au cas où que dehors il pleuve. Non. Un plan B, ça peut vouloir dire aussi, ben, s'il y a un dégât d'eau dans ma salle, c'est où est-ce que je fais mon événement. Un plan B, ça peut vouloir dire, si les journalistes n'arrivent pas, je fais quoi? De quelle façon est-ce que je planifie des photos pour être capable de les envoyer après des photos courtoisies pour qu'ils puissent écrire des articles sur moi? Un plan B, ça va jusqu'à la personne de confiance que j'ai mis en charge de l'événement. Si elle se blesse et pas là, c'est qui prend son rôle? De quelle façon est-ce qu'on démêle ça au niveau des ressources humaines? C'est important d'avoir une deuxième personne de confiance qui va prendre en charge l'événement si la première personne est malade. C'est très important. Donc, un plan B, ça l'englobe tout ça. Et c'est fondamental. Un plan B aussi, lorsqu'on a des discours, c'est, bon, si le député me dit qu'il venait puis que finalement il vient pas, qui est-ce qui va parler pendant les 5 minutes qu'il devait parler en avant? Donc, c'est important de se réajuster. Je fais toujours à la blague que lorsqu'on fait des élections, on a toujours 2 discours. Le discours si on gagne et le discours si on perd. Mais c'est un peu le même concept. Il faut toujours avoir deux visions de l'événement pour s'assurer que si la première ne fonctionne pas, on a la deuxième sur laquelle on peut se reposer. Et je vous le jure, d'avoir un plan B va vous éviter le stress des imprévus la journée de l'événement. La 4e étape super importante, c'est l'étape de la production. En fait, cette étape-là, c'est vraiment de 40 à 50% du temps que vous devez consacrer sur la totalité de votre événement. Mais cette étape-là est toute simple. C'est d'exécuter, respecter les délais et s'ajuster aux besoins. Donc, plus vous allez avoir eu un échéancier qui va être clair et précis, mais meilleur et plus vous allez avoir détaillé dans les petits détails vos tâches, plus va être facile votre période de production. Lorsque tout est clair, à cette étape-là, on s'amuse et on est vraiment dans l'entrain, dans l'effervescence et c'est vraiment plaisant. Il y a quelques outils que je vous propose pour faire en sorte que votre période de production se passe mieux. La première, c'est le code de couleur. Ça va vraiment avec l'échéancier que vous avez monté. Dans votre document Excel, je vous invite à mettre des couleurs. Et ces couleurs-là vont pouvoir changer au fur et à mesure que votre projet va avancer. En fait, qu'est-ce qui est fait? Vous le mettez en gris. Comme ça, vous y pensez plus. Qu'est-ce que vous mettez en vert? C'est des choses que vous devez faire, mais qui ne nécessitent pas nécessairement une observation précise parce que
tout va de bon train. Ce que vous mettez en jaune, c'est des tâches qui sont au ralenti. Donc, c'est des tâches que si vous prenez pas à cœur, que vous vérifiez pas régulièrement, ça se peut que vous ayez un petit retard puis que ça se passe moins bien. Donc, c'est des tâches que soit que vous devez surveiller plus ou affecter de nouvelles ressources à ces tâches-là pour s'assurer que ça va bien. Et qu'est-ce que vous mettez en rouge? Ce sont les tâches que vous devez faire en priorité dans votre agenda. Donc, en ayant les 3 couleurs, le matin, lorsque vous vous levez, que vous avez 2 heures à mettre sur votre événement, vous savez exactement quoi faire. Qu'est-ce qui est en rouge, vous allez le faire en priorité. Vous allez garder un œil sur ce qui est en jaune et si vous avez du temps, vous allez continuer à travailler sur ce qui est en vert. Et lorsque la tâche est réglée, vous la mettez en gris. Ça permet à votre cerveau de ne plus y penser. Vous allez voir au fur et à mesure, plus il y a du gris, là, vous modifiez vos couleurs et ça fait en sorte que vous vous êtes motivé, vous êtes mieux organisé, vous savez plus où est-ce que vous vous en allez. Moi, je l'utilise et c'est grandement apprécié. Ça me permet de ne pas stresser et de savoir exactement où est-ce que je m'en vais, donc de maximiser mon temps. Le deuxième outil qui est très important, c'est le cartable de production. Qui dit, dans le fond, le cartable de production, moi, je vous invite vraiment à le faire papier. Ça n'a pas besoin d'être une grosse brique d'un annuaire téléphonique, ça peut être juste quelques pages, mais c'est vraiment le cerveau technique de tout ce qui va se passer lors de votre événement. Dans ce cartable de production-là, vous devez tout avoir sous la main. De telle sorte que si la personne tombe malade la journée de l'événement, qui doit s'occuper de vous, vous pouvez prêter ce cartable-là à une autre personne et être capable de faire le même travail que l'autre. Dans ce cartable-là, vous devez mettre les coordonnées téléphoniques de vos fournisseurs, journalistes et ressources humaines. Une copie des dépliants publicitaires, ça peut être intéressant. L'horaire du déroulement de la journée. Dans l'horaire, j'inclus le montage et le démontage. Je vais vous en parler un peu plus loin. Les listes de vérification de matériel. Ça, c'est juste une feuille, 8,5 par 11, dans laquelle vous faites vraiment la liste de tout le matériel que vous avez besoin, de telle sorte que le matin de l'événement, lorsque vous allez arriver sur les lieux, rapidement, vous allez pouvoir cocher toutes les cases pour vous assurer de tout avoir. Au lieu de chercher, vous allez avoir tout sous la main. Les permis et assurances. Sachez que c'est important d'avoir les photocopies dans votre cartable, mais par contre, il y a certains permis qui doivent être à la vue, notamment les permis d'alcool, ça doit être à la vue. Dans mon cas, j'organise souvent des bingos, des trucs comme ça, donc ce type de permis-là doit être à la vue de tous. Au niveau des assurances, c'est important d'avoir les permis d'assurance à l'intérieur. S'il arrive quelque chose, vous êtes capable de donner les coordonnées à la personne qui veut vous poursuivre d'une façon plus rapide. Le plan d'aménagement, c'est capital. Les plans d'urgence, les procédures à suivre, la signalisation, donc un beau tableau où est-ce que je vais mettre telle signalisation, ça va vous aider la journée de l'événement à ce que ça se fasse plus rapidement et en étant moins stressé. L'autre outil qui est super important, c'est le plan d'aménagement de la salle. Dans cet exemple-là, j'organisais une collecte de sang. Donc, utilisez les légendes que vous voulez, la façon que vous voulez. Ce qui est important, c'est de vous comprendre. Donc, à quel endroit les gens vont être accueillis? Vous pouvez mettre un signe et vous le mettez vraiment. Où est-ce que sera la séance signature? Où est-ce que les gens vont faire la ligne? Quelle sera la zone de collation? Vous faites une légende et vous mettez tout aux bons endroits. Ce qui est très important, c'est que ce plan d'aménagement-là soit à l'échelle. Donc, une table qui est 10 par 10 doit prendre tel genre d'espace. La journée de l'événement, même si ça s'agrandit, ça doit être le même type d'espace. Donc, c'est important que tout ce que vous planifiez dans le concret soit réel et précis. Un autre outil qui est fort intéressant, c'est le déroulement de la journée. Lorsqu'on parle de déroulement de la journée, on a tendance à faire la période de temps où est-ce que les invités sont là. Cette période de temps-là est importante, mais c'est encore plus important de planifier le montage et le démontage de votre journée.
Si vous arrivez 30 minutes à l'avance dans la salle et que finalement tous les fournisseurs arrivent en même temps que les journalistes, que les invités, que vous êtes seul et vous n'êtes pas prêt, vous allez angoisser, ce qui sera pas bien pour la journée en général. Donc, planifiez un temps de montage réaliste. Essayez de vous assurer que chaque fournisseur ait son moment. Donc, s'il y en a un qui arrive à 9h, faites venir l'autre à 9h15, faites venir l'autre à 9h30. Comme ça, même s'il y a des imprévus, ça va vous permettre de pouvoir passer un temps avec chaque personne importante. Lorsque les journalistes arrivent, vous devez être prêt pour les accueillir. Donc, c'est important au niveau de votre montage de vous assurer d'être prêt, maquillé, coiffé pour l'arrivée des journalistes. Donc, tout ça, il faut le prévoir. Au niveau du démontage, il y a des salles qui fonctionnent à temps supplémentaire. Donc, c'est quand même important à la fin de l'événement de ne pas dire merci à tous vos bénévoles, mais de s'assurer qu'il y en a 3-4 qui restent pour vous aider à démonter votre salle. De vous assurer que les fournisseurs n'arrivent pas en retard pour justement pas avoir à payer ce temps supplémentaire-là. Donc, plus votre journée va être bien détaillée, autant au niveau du montage, de la tenue et du démontage, ça va vous aider à ne pas angoisser et à profiter pleinement de votre lancement le jour J. La 5e étape, c'est l'étape qu'on attend tous. Ça passe malheureusement trop vite lorsqu'on est sur le plancher. C'est la tenue de l'événement. C'est le fameux jour J. Cette journée-là, c'est pas le temps de planifier. C'est pas le temps d'angoisser. Et c'est pas le temps de dire j'aurais donc dû faire ça comme ça. L'important cette journée-là, c'est juste quelques petits trucs. Tout d'abord, respecter son horaire. Il n'y a rien de plus fâchant pour un journaliste d'arriver à 14h, que la conférence est censée être commencée et que finalement, les invités ne sont pas arrivés. Les journalistes, ils vont pas attendre, ils vont quitter. Donc, de respecter son horaire, c'est très important. Vous êtes là avec les personnes qui sont présentes. S'il y a des gens qui arrivent en retard, malheureusement, c'est pas de votre ressort. Vaut mieux plaire à ceux qui sont présents et qui ont fait l'effort d'être présents que d'attendre les retardataires. Ça, c'est un must et c'est très important lorsqu'on organise un événement. En plus de respecter son horaire, le gros travail, c'est de gérer les imprévus. Pour gérer les imprévus et pas vous stresser, moi, je vous recommande fortement d'avoir une personne de confiance qui va représenter vos yeux et vos oreilles. Les qualités essentielles de cette personne-là, c'est l'autonomie, le professionnalisme et surtout la bonne gestion du stress. Parce que la journée de votre lancement de livre, vous n'avez pas besoin de son stress. Vous avez assez du vôtre, vous devez focusser sur les bonnes choses, vous devez vous assurer que cette personne-là va prendre les bonnes décisions sans avoir besoin de votre consentement constant pour y arriver. Votre rôle à vous, c'est très simple. C'est d'accueillir vos convives, d'être enfin la vedette parce que vous avez travaillé fort pour cet événement-là, d'être en gratitude avec ce qui vous arrive, puis vivre avec plaisir. Un lancement de livre pour plusieurs, c'est comme un mariage. C'est un événement tellement important. Il faut qu'on en profite. Il faut qu'on accepte d'être la vedette pour une seule journée. Il faut être en état de gratitude. Il faut s'amuser. C'est comme ça que vous allez réaliser que votre événement est une réussite. Vous le faites pour vous avant tout, et tant mieux si les gens aiment ça, tant mieux si vous les enveloppez d'amour, et tant mieux si vous les embarquez dans ce bonheur-là, mais vous le faites pour vous et vous vous amusez, ça c'est l'essentiel. Et un élément qu'on oublie trop souvent, c'est le fameux sondage de satisfaction. Vous n'avez pas besoin de poser 15 questions à chaque personne qui vient, mais ça peut être intéressant, une petite carte, un petit élément, de poser 3-4 questions qui va vous permettre de cibler rapidement la réussite de votre événement et de vous améliorer lors de votre prochain lancement parce que lorsqu'on commence à écrire des livres, on a une passion qui s'en sort et c'est certain qu'on va en écrire un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc, de s'assurer qu'est-ce qui a fonctionné de votre premier lancement et qu'est-ce qui a moins fonctionné va vous aider lors de votre prochain lancement à vous améliorer dans tout ça. Aujourd'hui, organiser des sondages de satisfaction n'a jamais été aussi simple. Vous pouvez capter les courriels de chaque personne qui vienne
Et le lendemain ou le surlendemain, en les remerciant, vous envoyez un petit sondage et les gens vont répondre. Vous pouvez avoir les fameux papiers que les gens mettent, répondre au sondage et vous faites tirer quelque chose en concours. Ça peut être intéressant. Avec la technologie, il y a les fameuses tablettes aussi. C'est très simple d'avoir une ou deux personnes qui circulent parmi vos invités, qui leur posent 2-3 questions et répondent à leur place. C'est très rapide et ça vous permet vraiment d'avoir le pouls de votre soirée. Et les gens pensent souvent qu'après le jour J, il n'y a aucune étape. Non. L'étape la plus importante, selon moi, pour qu'un événement soit 100% réussi, c'est la clôture. La clôture, c'est les actions qu'on met en place après l'événement pour s'assurer de remercier les bonnes personnes et pour faire le bon bilan. Donc, les incontournables, c'est ça. Premièrement, on fait un bilan post-mortem. Quand je dis un bilan, c'est pas juste qu'est-ce qui a bien fonctionné, c'est qu'est-ce qui a mal fonctionné aussi. Mais c'est pas juste une espèce de liste d'épicerie, ça va bien, ça va pas bien, voici les points. C'est d'être assez honnête et d'être assez objectif pour prendre une distance face à l'événement, d'enlever le côté émotif et de dire voici les faits. Voici de quelle façon, si j'avais à recommencer, je m'y prendrais. Et c'est de détailler tout ça pour faire en sorte que si vous devez organiser un autre lancement, c'est comme ça que vous allez procéder. En toute humilité, des fois, ça fait mal parce qu'on se rend compte que ça n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Mais en toute humilité, moi, je vous le garantis que lorsqu'on est capable de prendre une espèce d'objectivité, de s'auto-critiquer d'une façon neutre et objective, on grandit en expérience. Sur le coup, c'est pas facile de réaliser que nos attentes étaient trop élevées et que finalement, ça n'a pas été très bon, mais on grandit de cette expérience-là. Et avec du recul, moi, je vous le garantis, toutes les expériences les plus difficiles de ma vie, on m'a déjà mis dehors d'une conférence il y a plusieurs années, en plein milieu de ma conférence, parce que c'était vraiment pas bon. Le son n'était pas ajusté, c'était trop fort. J'avais l'impression de crier après les gens, même si c'était pas le cas. On se relève de ça. Sur le coup, c'est pas facile, mais après coup, après s'être auto-critiqué puis avoir fait ce travail d'objectivité-là, on en ressort grandi puis on est fier de nous. Puis, faites pas juste la liste d'épicerie de ce qui n'a pas marché, parce que dites-vous que dans le pire des événements, il y a toujours un petit quelque chose qui s'est bien passé, puis il faut regarder cet angle-là puis ce côté-là de la médaille aussi. L'autre incontournable, c'est les remerciements. On ne prend pas le temps de remercier ses ressources humaines. C'est très important. Faites en sorte que l'équipe qui s'est occupée de votre événement ait un véritable sentiment d'appartenance en celui-ci en les remerciant. Pas juste leur dire merci. Leur dire hey, merci, grâce à vous, j'ai vendu 700 livres aujourd'hui. Ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à la personne qui nettoyait les toilettes, puis c'est grâce à la personne qui disait bonjour aux gens que j'ai eu ces résultats-là. On oublie souvent aussi de remercier la personne qui nous a loué la salle. On prend pour acquis qu'on l'a payé, que c'est pas important. Derrière la salle, il y a un humain. Et derrière le contrat aussi, il y a un humain. Cette personne-là, ça se fait dire merci. Hey, merci, c'était vraiment super. J'ai vraiment eu du plaisir. C'est grâce à toi. Merci. Cette personne-là, la prochaine fois que vous allez lui demander de l'aide, elle va vous dire oui d'une façon automatique avec le sourire. Et qui sait, elle va peut-être vous faire même des rabais fort intéressants. D'autres personnes qu'on oublie trop souvent de remercier, c'est nos fournisseurs. Nos fournisseurs ont pris la peine de venir nous porter du matériel pour s'assurer que notre événement soit une réussite. C'est important de les remercier. Mais c'est important de remercier aussi nos pairs, tous les partenaires, tous les commanditaires, tous les gens qui ont fait partie de notre événement. Captez les courriels des gens et envoyez-leur un merci sincère à la fin. De dire merci d'être venu. Merci d'avoir pris le temps de prendre ta voiture pour venir me voir réaliser mon rêve. Ça m'a fait du bien. Ça va vous assurer un suivi avec votre client. Et très souvent, la personne va vous écrire en retour « Hey, je suis en train de lire ton livre, c'est vraiment intéressant. » Elle va vous donner 2-3 lignes de témoignage. Et là, la communication entre vous et votre lecteur commence. Et vous pouvez même vous servir de ces petits courriels-là, de dire « Wow,
J'adore ton témoignage. Est-ce que tu me permets de le mettre sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu me permets de m'en servir pour faire la promotion de mon livre? Et très souvent, si vous leur avez dit un merci sincère, ces gens-là vont être enclins, ils vont vous dire oui d'une façon naturelle. En conclusion, je tiens vraiment à vous féliciter parce que vous êtes en train de mettre en place quelque chose de solide pour vous assurer que la cérémonie de votre rêve soit à la hauteur de vos attentes. Je tiens sincèrement à vous féliciter aussi parce que vous prenez en main les bonnes actions pour faire du jour J une réussite. Quelque chose que vous allez vous souvenir toute votre vie. Quelque chose que vous allez peut-être même vous souvenir plus que la journée de votre propre mariage parce que vous allez avoir eu l'impression d'accomplir quelque chose de grand. Sincèrement, je demeure disponible pour vous aider si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à me lâcher un coup de fil et à demander mon aide. Vous allez voir, avec moi, vous allez être capable d'y voir plus clair et vous allez être capable d'enlever votre stress, de focusser sur les bonnes choses et surtout d'éviter de perdre du temps et de l'argent en dépensant une tonne d'argent en publicité et en action ici et là. Donc, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Sincèrement, moi, je vous souhaite le meilleur des lancements. Le lancement pétillant et de bon goût dont vous méritez en tant qu'auteur. Félicitations, parce qu'en tant qu'auteur, je le sais qu'on veut célébrer cet événement-là. On ne sait pas toujours comment y prendre, mais félicitations parce que vous avez osé faire le petit pas de plus qui va faire en sorte que votre événement va être wow, pétillant et de bon goût. Merci.